Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. La connexion à l'eau est inscrite dans notre mémoire ancestrale, symbole de vie, de purification, mais aussi de mort. L'eau est une énergie incroyable qui parle à notre corps et à notre inconscient. Les anciennes civilisations l'utilisaient déjà pour ses multiples vertus thérapeutiques. Mais saviez-vous que depuis une dizaine d'années, des médecins et des chercheurs redécouvrent les pouvoirs de l'eau sur la santé ? L'eau aiderait à lutter contre les maladies dites de civilisation, dépression, maladies auto-immunes, diabète, et elle atténuerait les processus inflammatoires et les symptômes de stress post-traumatique. Alors que la NASA met en place le programme Follow the Water pour voir si d'autres formes de vie sont possibles dans l'univers, mon invité de ce jour nous propose une plongée dans l'eau, ou plutôt dans les eaux, qui nourrissent depuis toujours le vivant. Elle nous emmène à la découverte de ce qu'on appelle désormais la Blue Health, la santé bleue. Pascale Derme, bonjour. Bonjour Anne. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans Métamorphose. Alors, je précise que ton livre « La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau » qui est aux éditions Massot a également été précédé d'un documentaire « Aqua » qui était diffusé l'année dernière et qui est encore diffusé sur les plateformes, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, sur MyCanal. Super, donc on peut aller le visionner. Alors, le choix d'écrire sur l'eau n'est pas anodin, cette relation entre elle et toi, Pascale. Il y a un peu une histoire d'amour et un hommage à ton père aussi, je crois. Comment ça a démarré ? Alors, mon histoire avec l'eau a démarré in utero, je pense, comme nous tous. J'ai baigné dans ce liquide amniotique dont les propriétés sont très proches du milieu marin et j'ai rejoint là une mémoire ancestrale, comme tu le disais. Et ensuite, je n'ai cessé de retomber amoureuse de l'eau durant toute mon enfance. Pendant des années, nous allions en Méditerranée et je me baignais donc régulièrement dans une eau avec des rafales de Mistral où je faisais du snorkeling et en particulier, j'allais nager en eau libre avec mon papa, comme tu l'as dit. Et cette complicité océanique que nous avons scellée lors de ces longs moments de nage vers l'horizon dans l'océan m'a donné un sentiment de liberté que je lui dois. Et m'a marqué à tout jamais mon amour de l'eau. Et ensuite, je n'ai cessé de cultiver régulièrement, de me replonger dans l'eau, de continuer à nager. Mais il y a eu cette, on va dire, imprégnation originelle. Originelle, oui. Alors, je le disais en introduction, il y a beaucoup d'études sur les bienfaits de l'eau qui ont été menées en Angleterre, aux États-Unis, en France, en Suède. Tu as, pour ton documentaire, sillonné une partie de la planète. Comment est-ce que tu as découvert ce qu'on appelle plus particulièrement la santé bleue et tu t'y es vraiment intéressée ? Alors, je l'ai découverte à divers niveaux que je vais te raconter. Il y a eu d'abord un appel de l'eau. C'est-à-dire que je me suis baignée dans une vasque assez froide de la vallée des Merveilles un été.
Et j'ai eu cet élan d'aller me baigner et je me suis immergée 3 fois, vraiment comme un baptême laïque, mais c'était totalement quelque chose de totalement inconscient, très organique. Et en sortant, j'ai eu ce mot, aqua. Et je me suis dit, mais je vais travailler sur l'eau. C'était comme un appel à enquêter. Je sortais d'une enquête, comme tu l'as dit, assez longue, sur les bienfaits de la nature sur la santé, mais c'était plutôt une nature verte, forestière et boisée, avec mon documentaire Natura. J'avais mis une dizaine d'années à rassembler toutes ces données. Et donc, je me sentais un petit peu prête à poursuivre ces explorations, mais je n'avais pas eu l'idée de m'intéresser à l'eau dans Natura. Et pourtant, mon documentaire commençait à l'époque par un lac et se terminait par un lac, en passant par des rivières, des cascades, etc. Et lorsque je le projetais dans des salles, et notamment en Bretagne, les gens me disaient « Mais madame, mais pourquoi vous ne parlez pas de l'eau dans vos bienfaits de la nature sur la santé ?» Et ils avaient tout à fait raison. Simplement, ce dont je me faisais l'écho, c'était des recherches scientifiques, déjà à l'époque, et les scientifiques n'avaient pas commencé vraiment à étudier cette santé bleue. La santé bleue, elle est née il y a une dizaine d'années. On a aujourd'hui une centaine de recherches scientifiques publiées dans des revues reconnues. Je tiens à cet aspect-là parce que c'est important pour moi de me baser, d'avoir un socle scientifique rigoureux, quitte après à aller rencontrer toutes ces personnes et toutes ces pratiques, ce que j'ai fait d'ailleurs pendant 1 an et demi, pendant le tournage de Catalogne à la Belgique, à l'Allemagne, tout ça pendant le Covid. Mais c'était important de démarrer par un socle scientifique. Donc j'ai mis moins de temps qu'avec Natura pour réunir ces études. J'ai compris assez vite qu'il y avait un personnage phare qui était Matthew White, qui était à l'origine à Exeter, en Cornouailles-Britannique, mais qui a déménagé à Salzbourg et que j'ai été rencontrer là-bas. Lui, il est l'auteur d'une cinquantaine d'études spécifiques qui étudient les bienfaits de l'eau sur la santé globale. Et c'est cette idée de santé globale qui m'a intéressée, parce que ce sont des chercheurs qui travaillent en interdisciplinarité. Il y a des médecins, il y a des immunologistes, il y a des chercheurs en médecine, il y a des généralistes, voilà. Et toutes ces personnes redécouvrent, comme tu le disais en introduction, et comme je l'ai découvert moi-même, les pouvoirs de l'eau, on va dire avec des outils nouveaux qui sont la psychologie environnementale ou les neurosciences, ou des outils, même des petits outils pour mesurer le pouls, le cœur, voilà, on va peut-être détailler tout ça. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a intéressée, je savais qu'il y avait une histoire traditionnelle, symbolique, très très forte, très ancienne. Les Celtes, les Égyptiens, tous ces gens ont vénéré l'eau depuis toute éternité. Mais ce qui m'a intéressée, c'est de voir que des scientifiques et des savants, entre guillemets, d'aujourd'hui, redécouvraient ces bienfaits de purification, de régénération, confirmaient que l'eau était une fontaine de jouvence, mais tout ceci avec des outils totalement contemporains. C'est cette rencontre-là qui m'a intéressée à explorer. Tu dis que c'est aussi quelque chose qu'ont en commun en fait toutes les civilisations, l'eau, à travers les âges et puis les différentes civilisations. Oui, des textes sanscrits, des textes celtes, des textes égyptiens, tous les textes des plus grandes religions interfèrent avec l'eau et font de l'eau non seulement la consolatrice et l'objet de procession et de vénération, mais l'origine de toute vie. Et l'origine aussi de toute mort et de toute destruction. Parce que l'eau, il y a une ambivalence profonde qui est intéressant à rappeler aussi, c'est qu'elle apporte à la fois la vie, mais on le voit avec l'image qui a été certainement un vrai moment de l'histoire, toute proportion gardée, le déluge. Donc l'eau, ça apporte aussi le chaos qui précède le renouveau, qui est une purification globale, qui précède une nouvelle naissance, un nouveau monde. Et en tant qu'auteur et journaliste spécialisé dans les questions d'écologie, je me suis demandé pourquoi j'avais eu cet appel de l'eau et qu'est-ce que l'eau pouvait nous apporter aujourd'hui dans ce moment de transition, qu'est-ce qu'elle pouvait nous apporter. Et comme on parle beaucoup de ce nouveau monde à venir, qu'on espère, qu'on travaille sur ce nouveau monde, je me suis demandé si l'eau n'avait pas des enseignements dans ce domaine à nous transmettre. Ça aussi, c'était un peu la baseline de mon enquête, qui était une baseline plus spirituelle, mais qui était totalement, que j'ai alliée à la partie scientifique, que j'ai cheminée parallèlement avec ces deux questions, la question scientifique et cette question spirituelle. Qu'est-ce que l'eau nous enseigne et pourquoi l'eau appelle aujourd'hui ? Et on en reparlera quand même. Et je renvoie aussi au podcast, évidemment, que j'ai fait avec Fabienne Raoul sur l'eau, sur l'aspect plus, effectivement,
quantique et spirituelle. Alors, tu es aussi très inspirée par la grande biologiste marine Rachel Carson. Depuis que je te connais, je t'entends parler d'elle, cette écologiste pionnière qui nous a quittés maintenant il y a longtemps, en 67, donc évidemment que tu n'as pas pu rencontrer pour ton documentaire, et qui est l'auteur du remarquable La mer autour de nous, évidemment le livre culte Printemps silencieux. Alors, que disait-elle sur l'eau qui t'a, toi, particulièrement touchée ? Qu'est-ce qu'elle t'a inspiré ? Alors, c'est une scientifique qui a été ma compagne d'écriture. J'avais ses livres autour de moi et quand je ne les avais pas, j'allais les chercher, quitte à prendre le train. Elle m'a inspirée, et tu as parlé du Printemps silencieux, bien sûr. C'était une scientifique, une biologiste marine. Elle a écrit La mer autour de nous aussi. Ce qui m'a, inspirée chez elle, c'est son regard loupe. Elle a un regard loupe scientifique, c'est-à-dire que quand elle décrit les rivages de l'eau, elle décrit les bestioles, elle décrit les formes, elle décrit les lumières, les 1000 reflets de la lumière. Et elle a aussi un regard poétique. Donc ça m'a totalement inspirée parce que je me suis reconnue beaucoup dans cette démarche de m'autoriser à avoir les deux aspects justement. Mais elle, en tant que scientifique, elle s'autorisait librement, complètement, facilement à aller dans la poésie, dans l'émerveillement. Et d'ailleurs, elle a publié un titre à titre posthume qui s'appelle The Sense of Wonder, où elle dit que l'émerveillement est la clé de la connaissance. Alors, d'autres l'ont dit, Cousteau le dit, enfin, beaucoup de gens parlent, Aldo Léopold aussi, bien sûr, le dit. On sait que l'émerveillement et l'admiration ouvre le cœur et que le cœur aide à Mathieu Ricard, plus contemporain. Et Mathieu Ricard, exactement. Donc, ils ont tous ces grands personnages le disent pour que l'émerveillement nous ouvre est une clé d'ouverture du cœur et que cette clé d'ouverture du cœur nous pousse à agir. Donc c'est ça aussi. Mais en tout cas, chez elle, voilà, moi personnellement, j'y ai apprécié ce sens de l'admiration dans les détails, parce qu'on a tous une eau préférée. Certains, ça va être les lacs. Je sais que tu habites à côté d'un lac et toi-même, tu dois le fréquenter, y aller souvent, te baigner. D'autres, c'est des rivages, des littoraux. D'autres, ça peut être des rivières de montagne avec des sons particuliers que je trouve très, très, très beaux aussi. Les sons cristallins des rivières de montagne m'inspirent aussi beaucoup. Donc voilà, on porte tous un paysage d'eau préféré. Je sais que par exemple pour Bachelard qui écrit dans L'eau et les rêves, les rivières étaient ses paysages lacustres préférés. Il détestait l'océan. Il trouvait que c'était barbare, que c'était brutal, que c'était violent, alors que les rivières ou les lacs l'inspiraient beaucoup. Donc, on a cette eau qui est le miroir de notre âme, si on suit encore Bachelard, mais on a une grande diversité de paysages et d'eau préférées. Et donc, voilà, Rachel Carson, elle s'autorise à... Elle allait beaucoup dans l'Angleterre du Sud, très vallonné, très verdoyant, et elle y allait avec son petit-neveu. Et en redécouvrant, en initiant son petit-neveu à la mer et à tous ces beaux paysages, elle a redécouvert tout ça avec lui à travers les yeux d'un enfant. Alors, je le disais en introduction, tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a maintenant de nombreuses études scientifiques dans ce domaine de la santé bleue. Alors, qu'est-ce qu'elle peut guérir ? Évidemment, l'eau ne guérit pas tout, c'est pas une panacée, mais quels sont ses effets avérés aujourd'hui sur la santé globale, si on part sur ce volet ? Oui, alors, sur le volet scientifique, les premières études ont commencé, les premières synthèses ont commencé à être publiées en 2018-2019. Une synthèse, donc, comme je te le disais, d'une centaine, 100 à 150 études. Et elle montre en effet que le fait d'habiter à moins de 5 km d'un rivage littoral ou d'un rivage lacustre préserve les habitants qui se déclarent en meilleure santé et qui déclarent avoir une meilleure santé mentale. Moins de stress et plus de pratiques sportives. Ça, c'est pour zoomer, pour être tout à fait précise dès le début. En général, ce que ces études montrent, en synthèse, c'est qu'elles agissent, oui, sur toutes les maladies de civilisation que sont le diabète de type 2. Ça, c'est lié à la pratique sportive que les rivages lacustres et que l'eau permet, sur toutes ses formes, le surf, le paddle, la marche en bord de mer, enfin, c'est innombrable.
Le stress, évidemment, les diabètes de type 2, toutes les maladies aussi, certaines maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, et on en reparlera peut-être parce que ça, j'ai pu filmer un exemple d'une jeune championne de sclérose en plaques dont la pratique du surf a complètement changé la vie, qui passait d'un handicap de 7 à un handicap de 2 grâce au surf. Donc, toutes ces maladies liées à la sédentarité, à la malbouffe, au stress chronique, elles peuvent être atténuées, voire empêchées, voire soignées dans l'eau. Le cas de l'eau froide en particulier est intéressant. Donc ça, c'est les chercheurs britanniques qui sont vraiment les champions du monde. Mais l'eau est très, très froide là-bas. De ces études sur la cold water immersion, pardon pour mon accent. Ils étudient en fait les immersions en eau froide et ils étudient ses effets sur les paramètres physiologiques du corps. Alors c'est une eau entre 10 et 15 degrés, tu dis, à peu près. Et c'est ça, voilà, entre 8 et 15 degrés. Donc c'est des eaux très froides, donc ils ont du mal à trouver des cobayes parfois. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, cette immersion dans l'eau froide, quand on nage en eau froide, en eau libre régulièrement, a un effet sur les processus inflammatoires du corps. Donc atténue ce processus inflammatoire du corps lié au stress. Et on sait que ces processus-là sont à la base de tout un tas d'autres maladies dégénératives, Alzheimer, etc. Et dope toutes les hormones de l'euphorie, du plaisir, en particulier la sérotonine, ou la dopamine. Donc il y a un effet hormonal important de la nage en eau froide qui nous préserve et qui nous rend plus heureux, plus optimistes, plus confiants en soi. Et ils ont fait des études notamment qui m'ont intéressée sur les effets de la natation en eau froide contre les dépressions en particulier. Pour les scientifiques, il y a un effet conjoint d'une amélioration de l'estime de soi. Je suis déprimée, mais je vais tous les jours faire l'effort d'aller nager et ça va me faire du bien. Il y a un effet social, parce que souvent, c'est des personnes qui n'y vont pas seules. Dans l'eau froide, là, toujours. Dans l'eau froide, oui, je suis toujours sur l'eau froide. Donc, c'est des personnes, comme elles y vont, souvent des femmes, il y a aussi des hommes, nager ensemble, pour des raisons de santé mentale, il y a l'entraînement, il y a le lien social, le groupe, l'effet du groupe, et puis la petite tisane chaude à la fin quand on sort, c'est très important. Et puis, il y a un effet physique, qu'on le veuille ou non, sur le système nerveux autonome, la régulation du nerf vague, la régulation du système nerveux donc sympathique qui décroît et le système nerveux parasympathique qui augmente, c'est-à-dire avec plus un effet avéré sur le calme. Et enfin, il y a cet effet de sérotonine et de dopamine qui sont les hormones du plaisir et du bonheur dont je te parlais. Donc tout ça, si tu veux, ça fait un cocktail qu'on commence à bien comprendre et qui a un effet avéré et que pas mal de gens d'ailleurs pratiquent totalement spontanément, sans savoir que toutes ces études existent. C'est vrai que moi qui habite, tu le disais, sur les rives du Léman, on voit de plus en plus de personnes, y compris parfois des personnes qui sont pas forcément très jeunes. Je pense à ce couple que je croise depuis des années, qui va se baigner 2 ou 3 fois par semaine. L'hiver, l'eau, elle peut descendre jusqu'à 5-6 degrés, voire même moins dans le Léman, et qui marchent comme ça pour aller faire leur bain. Et ça me fait penser évidemment aussi aux bains dérivatifs de France Guillain, qui sont ces fameuses poches de gel qu'on met dans la culotte. Alors ça peut paraître pas très glamour dit comme ça, on a fait aussi un podcast sur le sujet. Mais elle rejoint évidemment ces études qui avaient été aussi montrées par les bains de Louis Kuhn à l'époque, qui avaient montré ces bienfaits. Tu as regardé un peu aussi de ce côté-là ? Oui, il y a France. Alors j'ai regardé un petit peu, mais il y a aussi Wim Hof aussi qui est connu pour ses immersions dans l'eau froide. J'ai fait une tentative. C'est vrai que ça marche. On coupe le mental, on va dans une eau à 3 degrés. J'ai pratiqué ça dans le Mercantour aussi à nouveau, où elle était à 5, on va dire. Oui, il y a pas mal de techniques. Sur la longévité, tu as raison. J'ai pu filmer avec Aqua à Biarritz. Il y a un club des ours blancs. Et donc, c'est des personnes qui vont nager tous les jours. Et en fait, ils représentent un nombre de centenaires et d'extra-centenaires, c'est ça aussi on dit, ou pluricentenaires. Enfin, c'est des gens qui sont bien au-dessus de 100 ans. Bien au-delà de la moyenne de la population.
Donc, c'est corrélé totalement à leur habitude de natation quotidienne. Et le docteur Barouk, que j'ai rencontré, qui est médecin généraliste à Biarritz et qui pratique la surf-thérapie, me disait que pendant le Covid, ces personnes âgées venaient le voir en lui disant « mais monsieur, faites-moi des ordonnances pour que je puisse continuer à aller nager alors que les plages étaient fermées. » Parce qu'elle lui disait, ces personnes, mais si j'arrête de nager, je vais mourir. Et le médecin le confirmait. Il y avait un besoin vital pour des personnes habituées à nager tous les jours, surtout à ces âges-là, où les processus de dégénération vont très vite. Quand elles arrêtent de nager 2-3 semaines, après le corps ne peut plus se réhabituer à l'eau froide. Donc il y avait une urgence à autoriser ces personnes à nager, et c'est ce qu'ils faisaient. Il leur donnait des ordonnances bleues pour aller nager. On n'y est pas encore tout à fait chez nous en France ? Alors, on y est un petit peu, parce que j'ai filmé, donc on va y arriver. Je suis optimiste. C'est bien. Je pense qu'on devrait même y arriver. Donc, j'ai filmé celles que donne donc le docteur Barouk à Biarritz, qui sont des ordonnances de surf-thérapie. Alors, on entend le mot surf pas comme le sport, on entend le mot surf comme la zone qui est entre le rivage et la plage. C'est-à-dire que c'est une zone qui est chargée d'iode, d'oligo-éléments, de minéraux. Donc c'est bourré de bienfaits déjà, et ça prend en compte tous les types de sports, paddle, surf, body surf, natation, marche, et en fait il fait des ordonnances adaptées. Donc c'est un médecin généraliste, donc il fait une consultation, et ensuite selon la particularité de la personne, il lui prescrit à certains, ça peut être de la natation 1 fois par semaine, 1 degré par minute. Si l'eau fait 8 degrés, il faudra nager pas plus de 8 minutes. Ou il prescrit de la cardiothérapie, du paddle pour si on a des cardiopathies. Ça, j'ai pu filmer. J'ai filmé donc une femme qui avait une dépression sévère et à qui il prescrivait une nage quotidienne, et qui disait qu'en 12 ans, en 2 mois, elle avait fait plus d'effets qu'en 12 ans de psychothérapie grâce à la natation. Que sa vie avait totalement changé. Donc, il peut aussi prescrire des activités de body surf. Voilà. Donc, il prescrit et il suit ses patients avec des ordonnances bleues. En Angleterre, moi, j'ai découvert ce système que je trouve extraordinaire, qui est les social prescriptions, qui sont des ordonnances bleues que les médecins délivrent toujours pareil, suite à une consultation médicale classique. Et en fonction de la pathologie de la personne, il les adresse à des associations de sport qui jouent un peu l'intermédiaire entre la mère et le médecin. Et ces associations sportives, ça peut être des associations de surf pour les enfants. Je pense là notamment à des enfants qui ont des challenges physiques et mentaux, ou des syndromes sur le spectre autistique, ou des gens qui ont besoin de faire du sport. Donc, c'est des associations sportives qui prennent le relais du médecin. Donc, ils sont financés pour ça. Le système britannique finance ces personnes, prend en charge les formations de ces personnes qui accompagnent donc les malades en mer ou au bord de mer jusqu'à ce qu'elles soient guéries ou qu'elles aillent mieux. Et tout ceci est financé par le gouvernement. Ça s'appelle quelque chose comme Nature First Aid, dans le cadre d'un programme gouvernemental. Bon, ils ont un c'est système extraordinaire. Oui, c'est vraiment... Moi, je trouve ça extraordinaire, et notamment le cas de cette surfeuse Iske Britton que j'adore, qui est une sœur finistérienne, qui est une surfeuse irlandaise, et qui est une sea sister, donc elle intervient régulièrement dans des structures comme ça qui font de l'intermédiaire entre les médecins et les enfants malades, et qui emmènent surfer même sur des fauteuils roulants tous les enfants, et ça rentre dans un cadre totalement médical. Donc pour moi, c'est vraiment un exemple à suivre, et à chaque projection que je fais d'Aqua, et là je vais en faire quelques-unes, aux tables rondes, je réunis des médecins, j'essaye de faire passer ces messages, et avec des sportifs, avec des amoureux de l'eau, parce que l'idée, c'est de retomber amoureux de l'eau, mais c'est bien sûr de la préserver aussi, parce qu'il n'y a pas de santé. Oui, on va en parler évidemment. Alors, restons sur l'eau de mer 2 secondes, si tu veux bien, Pascal. Alors, il faut aussi, quand on fait ces prescriptions, évidemment, cibler en fonction de la pathologie ou de la problématique, le bienfait qui est le plus adapté, effectivement. Par exemple, pour quelqu'un, tu dis, elle peut soulager les articulations, favoriser la circulation sanguine, apaiser les nerfs, etc. Et il faut trouver la bonne pratique pour la personne. Et puis, on ne l'a pas dit, mais il faut y aller quand même progressivement dans l'eau très froide. Oui, il y a des petites précautions quand même. Ah oui, il y a beaucoup de précautions, j'en parle un peu dans le livre. Ne jamais y aller seul.
Ne jamais y aller évidemment très progressivement, mais c'est surtout ne jamais y aller seul et y aller étape par étape, et puis 1 degré par minute. Si l'eau est à, 10 degrés, nageons 10 minutes, pas plus. Et, ce qui est quasiment impossible au début, quand on commence. Je le dis, parce que moi qui nage dans le Léman depuis 5 ans, 10 degrés, 10 minutes, au départ, on n'en est pas là. Non, c'est step by step. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je le fais très rarement. Si tu m'avais posé la question, moi, je suis très adepte de la Méditerranée un peu tiède, mais bon. Donc, il y a un effet, comme tu le disais, vasoconstricteur qui est immédiat. Et donc là, c'est tout ce qui est paddle et natation dans l'eau, où on a vraiment tout le corps. Parce que l'eau, c'est une expérience immersive optimale. On a tout le corps qui est massé, qui est apaisé. Donc, on a ce réflexe que j'ai découvert, moi, que je ne connaissais pas, qui est propre à d'autres mammifères marins. Quand l'eau froide nous touche, quand on est en contact de l'eau froide, le sang reflue dans tous les organes vitaux, qui sont le cœur, le foie, le cerveau. C'est la survie, quoi. Oui, exactement. Et dans ces moments-là, c'est Léna Sato qui m'a rappelé ce réflexe-là, qui est une grande apnéiste. Elle me disait, on a ce réflexe commun avec les mammifères, avec les dauphins, et on a, donc ça, c'est joli aussi de réaliser qu'on réagit pareil que ces animaux marins. Et donc, le sang reflue dans les organes vitaux et il y a une oxygénation qui se fait naturellement grâce à l'eau froide. Et on va dire grâce au choc. C'est un peu une stratégie du choc. Donc, il y a cet effet-là vasoconstricteur. Il y a aussi le fait que l'eau porte 90% de notre poids, c'est-à-dire qu'on est tout léger. Sylvia Earle, qui est une grande océanographe, dit qu'on est tous des sirènes dans l'eau. Donc on est léger, et ça c'est très bien pour traiter tous les problèmes d'obésité ou les personnes qui sont en rééducation musculaire, qui pourraient pas faire les mêmes exercices à terre, et dans l'eau tout est plus facile, tout est plus léger. Et voilà, donc ça, c'est effectivement très adapté. Après, sur le surf, j'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que on sait qu'ils sont dans un état, les surfeurs, presque de drogue. Enfin, ils ont de transe, ouais, voilà, de transe. Ils ont des tels niveaux de dopamine, d'adrénaline, parce qu'il faut qu'ils voient la vague, qu'ils réagissent très très vite. Je la prends pas, et s'ils la prennent, il faut qu'ils soient très précis. Que ça fait monter des hormones d'adrénaline très très fortes, de sérotonine quand ils arrivent à prendre la bonne vague, et ensuite d'endorphine quand ils sont sur la plage après la session de surf. C'est les gens les plus shootés du monde, naturellement, les surfeurs. Ça se voit. Ils ont l'air tellement cool. Ils sont tellement cool. Et ça, c'est très bon pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de mésestime de soi. Et donc, il y a des programmes de surf-thérapie qui sont utilisés pour les syndromes de stress post-traumatique, pour les anciens militaires qui ont des problèmes très profonds et très graves. J'ai découvert cette plongée thérapeutique aussi. Je ne sais pas si tu voulais que je t'en parle, mais... Alors si, on va en parler évidemment. J'avais une remarque à faire. C'est vrai que quand je t'entends, je pense à un ami qui me disait, qui disait à la cantonade que quand il surfait, il avait l'impression, pour lui, c'était comme faire l'amour. Tu vois, que ça mettait dans un état de flow et de transe, à la fois d'une douceur et d'une puissance, effectivement, qui pour lui faisait penser à ça. Donc on peut comprendre que effectivement ce soit thérapeutique. Alors oui, je veux bien que tu nous parles de cette étude surprenante qui a été réalisée, je crois, en 2017 sur les survivants des attentats de Paris, c'est ça ? Baptiste Med. Oui, allons-y. Donc ça se passe à Marseille, et c'est un professeur de plongée qui un jour en a un peu assez d'entendre dire qu'il y a que de l'accidentologie en plongée. Et il fait une rencontre avec un polytechnicien et puis quelqu'un qui fait de la méditation et qui a remarqué que la méditation sous-marine amplifie les effets. Et ils montent un protocole qu'ils vont tester comme un protocole médical. C'est-à-dire qu'ils ont un groupe témoin et ils emmènent, les rescapés des attentats de Paris en Guadeloupe. Et ils font 3 groupes. Un groupe va faire de la plongée thérapeutique, donc c'est de la plongée sous-marine avec des exercices de méditation. Donc c'est un peu amélioré, de la plongée améliorée. Il y a un groupe qui va faire du sport lambda, et donc le groupe témoin qui reste à Paris, tout ça tiré au sort. Donc c'est vraiment tiré au sort avec c'est une étude randomisée, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est vraiment un protocole, de la même façon qu'on peut tester un médicament. Et ce dont ils se rendent compte sur des personnes donc, comme les rescapés des attentats de Paris qui sont atteints de stress post-traumatique et dont les pathologies sont rétives au traitement médicamenteux, qui ne marche pas sur eux, ils se rendent compte que, alors en Guadeloupe, les gens qui font du sport, ça va bien, ils vont mieux, leur stress diminue.
mais ils ne passent pas sous l'échelle du stress post-traumatique. Et tous ceux qui ont fait la plongée thérapeutique sont passés sous l'échelle du stress post-traumatique. Donc comme ça, ils ont pu comparer les effets. Et donc c'est vraiment l'effet de l'eau et de la plongée. Et en particulier, si je zoome un petit peu, c'est l'effet bien sûr de la respiration sous l'eau, d'une part, qui est une rééducation du système nerveux parasympathique parce qu'il y a une respiration très profonde avec le détendeur. On est obligé de respirer très profondément et très amplement. Donc ça agit directement sur le système nerveux autonome. Mais il y a aussi un effet psychologique, 2 effets psychologiques très importants, émotionnels, plus que psychologiques, émotionnels, qui sont que sous le miroir de l'eau, leurs problèmes, le monde brutal, les cris, les guerres, les cris, les armes, tous les traumatismes se restent à la surface. Et quand ils sont sous le miroir de l'eau, c'est un autre monde qui s'ouvre à eux et ils peuvent retrouver une sérénité. Et par ailleurs, le fait de voir leurs camarades aller mieux les aide eux aussi à aller mieux. Et c'est ce que me disait Mathieu Toujours Coulanges. l'effet du groupe, ce que tu disais tout à l'heure avec les baignades d'ailleurs. Exactement, et que j'ai remarqué aussi après sur des personnes en guérison de cancer dans le cadre d'une autre étude à Gérone. J'ai remarqué que l'eau est un liant émotionnel fort. Et de même qu'on voit les enfants sont très joyeux, on s'éclabousse, etc. Même pour les gens un peu plus adultes, ce lien reste là. C'est-à-dire que le fait de voir, de partager ces moments, cet émerveillement, on y revient avec les autres et de voir qu'ils vont mieux après les sessions de plongée. Mais en fait, ces personnes vont mieux. Et ces personnes, ça peut être des personnes, ça a été des programmes dupliqués après avec des militaires. Donc c'est des gens qui sont amputés, qui ont été sur des terrains d'opérations graves, qui ont vraiment vécu des chocs très très lourds. Et sous l'eau, ils peuvent progressivement guérir et se réconcilier avec leur corps aussi, plus facilement. C'est très beau. Alors une autre étude, cette fois-ci qui a été réalisée par les chercheurs de Salzbourg auprès de la cascade Kriml en Autriche, pour passer à un autre type d'eau, qui est l'eau, cette fois-ci d'une cascade, et qui n'est pas la mer. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Oui, la cascade Kriml près de Salzbourg en 2017 a fait l'objet... Oui, pardon. d'un l'Institut Paracels, qui est un des rares instituts qui, avec celui d'Exeter en Grande-Bretagne, qui étudie scientifiquement les rapports entre notre environnement, la nature, le monde vivant et notre santé. Et cette équipe, donc autour d'un professeur qui s'appelle Arnulf Hartel, est parti sur une cascade dont ils ont évalué les taux d'ions négatifs qui sont à 10 000 par mètre cube, ce qui est très, 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 très important. Et ils ont emmené un groupe de 90 personnes, et c'est pareil, ils les ont séparés en 3 groupes. Un groupe qui restait à Salzbourg, un groupe qui allait à la cascade tous les jours, et un groupe qui faisait juste du sport en montagne, ce qui est bien aussi. Mais ils ont comparé ensuite avec ils ont comparé après avec le cortisol, ils ont fait des IRM fonctionnels, ils ont donné des questionnaires à ces personnes. Et ce qu'ils ont montré, c'est que le groupe qui avait été à la cascade avait une meilleure santé mentale, un meilleur état émotionnel globalement, une meilleure santé autodéclarée et aussi et surtout, et ça les a beaucoup surpris, des taux d'IgA très importants dans les muqueuses. Et ces taux, ça reflète, ça met en évidence une plus grande immunité naturelle, parce que c'est des molécules qui sont dans le système immunitaire, dans les intestins, et qui mettent à jour une immunité importante. Ce qui veut dire que ces gens qui avaient été au contact de la cascade quotidiennement pendant 3 semaines avaient pu se voir renforcer leur immunité naturelle. Et ils attribuent, les chercheurs, ces résultats principalement aux ions négatifs qui sont contenus donc dans l'air des cascades. Et c'est vrai que cette étude surprend beaucoup, parce que j'en parle dans le film aussi, et quand je fais des projections, les gens sont surpris, c'est très peu connu encore, alors que ça peut être très important, parce que les Autrichiens commencent à parler de paysages thérapeutiques, et ils commencent à évaluer d'autres cascades qui sont dans les parages, et à se dire, bon voilà, si ça a marché avec la Kriml, ça va marcher avec d'autres cascades. Et donc, et peut-être que celle-là, il y aura un aspect scénique un peu important, donc on pourra faire de l'art en plus, ou amener des personnes à faire d'autres activités, à se baigner, voilà. Et donc, ils sont en train de définir une notion de paysage thérapeutique qui nous relie différemment avec la nature.
Alors, on n'a pas parlé encore de ces sons, parce qu'évidemment, la cascade, là, tu parles des ions, mais il y a aussi ces sons, sa couleur. Et là aussi, il y a des choses qui ont été observées vraiment intéressantes, comme par exemple, regarder un aquarium, même si on n'a pas forcément envie de voir les poissons dans un aquarium, on préférait qu'ils soient en liberté, mais il y a des études qui ont montré des effets bénéfiques. Oui, tu parles du Marine Mindset. Alors, c'est une étude intéressante qui a été aussi menée par Matthew White, qui a montré que après avoir passé quelques temps dans un aquarium, les visiteurs peuvent développer un état d'esprit marin, si je traduis en français. Et cet état d'esprit marin, il se montre, comment dirais-je, plus enclin à consommer des produits de la mer différemment. Après simplement avoir passé quelques heures dans un aquarium, les gens sont plus sensibles aux poissons et ça les amène à réfléchir à leur propre consommation de poissons. Et donc, ça pourrait être très important parce que de la même façon que la création du club de surf en Iran a contribué finalement à préserver un milieu marin des déchets, ça c'était la surfeuse Iske Britton dont je parlais tout à l'heure, de la même façon, cet état d'esprit marin pourrait déclencher en fait des attitudes plus écologiques et en tout cas permettrait peut-être d'aider à lutter contre la surpêche. Donc je trouvais ça très intéressant. Oui, alors justement, ça me ramène au sujet tout à l'heure. J'avais dit qu'on en reparlerait. Se soigner avec l'océan, oui, mais à condition aussi de le préserver. C'est là aussi l'enjeu principal pour toi, aussi en tant qu'écologiste, ce dont tu parles. Et tu dis que si l'eau des rivières et la vapeur de l'atmosphère se renouvellent en 10 jours, l'eau des océans mettra 2500 ans à se renouveler. C'est énorme, effectivement. Je n'avais pas ce chiffre en tête. C'est impressionnant. C'est énorme et ça a été longtemps, c'est-à-dire qu'on considère qu'en fait l'océan, on a longtemps considéré que l'océan est une grande, vaste immensité dans laquelle, mine de rien, on pouvait tout jeter, même des déchets nucléaires, et que personne ne verrait rien et que ça remonterait pas et que voilà. Mais non, ça met des milliers d'années à se régénérer. Or, on sait que le cycle de l'eau, il n'y en a qu'un sur Terre. L'eau que l'on boit, c'est la sueur des esclaves, c'est des gouttelettes de rosée, c'est l'eau de l'Amazonie, c'est toujours la même eau qui circule sur la Terre, entre l'océan et l'atmosphère aussi. Donc on a tout intérêt à préserver ces milieux. Or, on a été confronté longtemps à cette immensité, à cette vastitude de l'océan. Et on se disait, c'est rien. Mais comme le dit très bien... Comme si c'était infini. Comme si c'était infini. Et comme le dit très bien l'océanographe Sylvia Earle, aujourd'hui, on a la connaissance. On connaît les océans de plastique, on connaît les microplastiques, on connaît notre impact. Donc, on n'a plus l'excuse de ne pas savoir. On n'a plus l'excuse. Et par ailleurs, on sait que les surfeurs, ils vont jamais surfer après avoir connu un épisode de pluie parce qu'ils savent que l'eau a lessivé les sols et que l'eau va être sale. On n'a pas non plus envie de se dire que la santé bleue qu'on vient juste de commencer à redécouvrir nous amènerait à aller avaler des grandes gorgées d'eau marine en nageant bourrées de microparticules de plastique. Donc on a un intérêt totalement commun que je préfère appeler interdépendance avec l'eau en matière de santé. Et je crois qu'on est à l'orée de cette prise de conscience-là, et ça passe par le corps. Voilà, ça passe peut-être par moins de chiffres lointains, par moins de rapports scientifiques un peu lointains. Ça passe par le renouvellement de notre rapport à la mer. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut retomber amoureux de l'eau. Et comme dit Wallace Nichols, qui a écrit l'Esprit bleu, que j'adore, c'est un livre intéressant qui rappelle un peu tous les bienfaits de l'eau et qui nous dit que l'eau nous donne de la magie. L'eau nous permet de remettre de la magie dans nos vies et il est temps de regoûter à cette magie-là. Toi d'ailleurs, tu dis que ça a été pour toi un véritable chemin de guérison, cette enquête sur l'eau, et tu dis après la découverte d'une tumeur cancéreuse, c'est ça Pascal ? Oui, le jour où j'ai appris que j'avais le feu vert pour le film, ce même jour, j'ai appris que j'avais une tumeur cancéreuse, oui. Donc j'ai rien dit à personne et j'ai filmé Aqua en étant dans l'eau la plupart du temps. Où était la réalisatrice ? Elle était dans l'eau, j'étais tout le temps dans l'eau. Et j'ai cheminé en fait de concert avec cette enquête, ce tournage et ce livre, et en même temps mon propre parcours de guérison et l'eau,
a été ma confidente, ma consolatrice, mon espoir, ma meilleure amie, quand je pouvais rien dire autour de moi. Et j'ai pu constater, je pense que je lui dois une grande partie de la guérison que j'ai eue. Mais c'est une expérience initiatique pour moi, hein. Ça m'a amené à vivre de l'intérieur quelque chose que je ne pensais au départ traiter que comme réalisatrice ou autrice. C'est aussi ce qui t'a donné envie de parler de nouvelle conscience de l'eau, notamment de renouer avec des parts de nous-mêmes, hein, auxquelles on a perdu accès. Je pense à Réparer l'eau d'Olivier Rey, dont tu parles aussi. Oui, alors on est composé d'eau, on connaît, hein, on sait, mais j'ai été surprise de certains chiffres. Le cœur, c'est 80% d'eau. Donc on est en résonance avec ce milieu qui nous compose et avec lequel on interagit. Justement avec toutes nos émotions, nos sens, comme on l'a dit, nos process cognitifs même, hein, notre état d'esprit, notre bonheur. Donc on est en interaction avec l'eau, en constante interaction avec l'eau. Et le fait de redécouvrir que nous sommes de l'eau est pour nous une façon de nous assumer comme des êtres vivants plus sensibles et sans doute plus spirituels. Il y a une petite anecdote que je vais te raconter avant d'oublier. Ça se passe en 1969. J'étais très surprise de découvrir ceci. Donc en 1969, on a des hommes qui sont sur la Lune, hein, qui sont en train de fouler le sol lunaire, mais au même moment, on a Sylvia Earle, qui est une océanographe américaine, avec 15 sirènes qui sont à 1000 mètres de fond en train de mener une étude scientifique sous la mer. Et elles sortent tous les jours, elles ont installé une base. Et donc, ce qu'elles observent et ce qui les frappe le plus, c'est pas seulement l'eau dans son ensemble, hein, c'est la myriade d'espèces, la diversité, la biodiversité marine, les espèces qu'elles croisent tous les jours, qu'elles observent, qu'elles étudient, les formes, les couleurs. Et donc, je me disais, ça m'amusait de me dire, qu'est-ce que ces femmes qui étaient sous l'eau, donc dans le bleu, et ces hommes qui avaient cet overview effect et qui étaient en train de tomber amoureux de l'eau, mais de haut, hein, de la Lune. De la Terre vue du ciel. La Terre vue du ciel, alors qu'il y avait des femmes dedans, dans l'eau. Si ces deux groupes... Enfin, la Terre vue de l'espace, d'ailleurs. Vue de l'espace, oui, la Terre vue de l'espace. Si ces deux groupes avaient pu communiquer, de quoi ils auraient parlé? Mais ils auraient parlé d'amour. Ils auraient parlé de leur amour pour le bleu, les unes étant dedans et les autres surplombant depuis la Lune. Mais c'est ça, dans les deux cas, c'était ça, c'est une prise de conscience. Donc c'est pour ça que c'est une initiation spirituelle aussi, un choc spirituel que de réaliser cet amour profond que nous avons avec l'eau. Comme toi, tu parles même de penser eau et de rejoindre ce flux. Comment est-ce qu'on peut faire pour se relier comme ça à elle en conscience de manière plus étroite ? Alors, je ne sais pas comment on peut chacun faire, peut-être de se laisser suivre son intuition, de faire parler peut-être chacun l'eau de nos cellules, l'eau de notre corps. Moi, ce que j'ai expérimenté durant cette année particulière, ça a été de suivre le flux et avec ce terme de restlessness qui est en anglais que j'aime bien prononcer, même si c'est pas évident. Restlessness, j'y arrive pas. Ça donne un cheveu sur la langue. Restlessness, moi je me suis entraînée parce que c'est de l'agilité permanente. Restlessness, c'est pas une agilité stressante, mais c'est le fait de se dire voilà, l'eau elle est en mouvement permanent et c'est grâce à ce mouvement permanent qu'elle est en vie. Les eaux croupissantes, c'est des eaux mortes. Les eaux stagnantes, c'est des eaux mortes. Donc soyons comme l'eau. Soyons en mouvement, soyons en adaptation, soyons en fluidité, contournons les obstacles. Moi, je me suis mise, si tu veux, j'ai eu recours à l'eau pour à la fois être dans ma guérison, dans mon tournage sur l'eau, ma compréhension et l'enquête scientifique sur l'eau, et je me mettais dans l'eau. Quand j'avais des obstacles, paf, je contournais. Il y avait des tournages qui s'étaient interdits à cause du Covid, hop, je faisais autre chose. Mais sans, voilà, j'ai expérimenté ça, en fait, pendant 1 an et demi. De pas lâcher, hein, parce que la rivière, elle finira par aller à la mer. Hein. Donc, il y a une détermination profonde. Mais d'expérimenter à la fois cette résonance émotionnelle avec l'élément dont on parle, de s'autoriser à être dans la résonance émotionnelle,
Et puis comment dirais-je, de contourner, de s'adapter en permanence et d'être dans ce mouvement, et puis aussi dans la joie et le bonheur de l'eau, parce que moi j'aime profondément, c'est mon élément. Donc ça nous donne de la joie. Moi, rien que le fait de plonger dans l'eau en conscience, je suis heureuse. C'est très simple. En bonne bretonne que tu es, ça te remplit de joie. Alors, tu as rencontré beaucoup de passeurs d'eau, des hommes et des femmes qui entretiennent vraiment une relation singulière avec les océans, les lacs ou les rivières. Quelle personnalité t'a vraiment marqué ou initié en résonance dans ta vie? Alors, tu parlais de Leïna Sato, cette grande apnéiste. Je pense aussi à Azul, la chamane de l'eau. Oui. Oui, elles m'ont. Ce que j'ai observé, c'est que ces amoureux de l'eau se connectent très vite. En dépit d'agenda très très surchargé, la connexion se fait immédiatement. On présente pas on raconte pas nos CV. On est immédiatement dans l'échange très direct sur l'eau. Donc avec ces personnes, avec ces gardiennes de l'eau, j'ai eu des échanges très directs et très focalisés tout de suite sur ce qu'elle faisait. Donc oui, Leïna Sato me parlait de cette osmose absolue qu'elle ressent dans l'eau quand elle nage avec la moindre de ses cellules. C'était très beau. Hugo Verlhomme aussi, qui me parle de la voix de l'eau et qui me racontait ses histoires d'amour en me disant qu'à chaque fois qu'il a rencontré des histoires d'amour, c'était toujours autour de l'eau et qui suit la piste de l'eau. Il y a Laure-Hélène aussi qui fait des Watu Watsa que j'ai expérimenté, qui sont extraordinaires, où on est massé, on parlait tout à l'heure du fait d'être... Ouais. On est caressé par l'eau, mais pas par les mains du thérapeute. Le thérapeute imprime dans une eau à 37 degrés des mouvements et nous fait danser en fait sur l'eau. Et le wata, c'est même sous l'eau avec un petit pince-nez. Et c'est l'eau qui nous caresse et qui nous berce et qui nous caresse. Il n'y a pas d'autre mot. Et voilà. Et toutes ces pratiques sont merveilleuses. Azul, oui, la chamane de l'eau, qui a reçu ce message de l'eau et qui m'a parlé du fait qu'on avait eu 5 ans pour choisir un peu le lieu à partir duquel on pouvait le plus rayonner pour la Terre, qui m'a aussi beaucoup touchée. Il y en a l'Emmanuel Coste aussi, l'architecte qui est spécialisé sur tout ce qui est eau. Ce sont tous des amoureux de l'eau. Et voilà, mais ils mettent après chacun leur talent et leur talent et leur profession au service de l'eau. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette crise du Covid, cette crise mondiale qu'on vient de traverser, qui préfigure certainement des multiples crises encore à venir autour aussi de l'écologie? Comment l'eau, en termes de conscience, peut nous aider et nous accompagner en fait dans ce chemin? L'eau, elle peut nous aider à la fois à lâcher prise sur tout un tas de choses ils vont nous paraître et qui nous paraissent déjà non essentielles, non intéressants, des débats, du mental, de l'ego, des conflits, etc. Donc l'eau, pour moi, elle nous ramène à l'essentiel et à la vie même, dont on vient et où on ira peut-être. En tout cas, elle est notre processus de guérison. Elle peut aussi transporter des virus à l'avenir et des choses assez négatives. Mais en tout cas, moi, je crois qu'elle nous guide sur le chemin d'une guérison globale, et aussi sur une conscience écologique urgente, parce que les océans sont en train d'étouffer sous nos plastiques et sous nos déchets. On a très peu de temps pour réagir. Voilà, donc cette conscience écologique, elle est là aussi. Et je pense que pour revenir au Covid, je ne sais pas quoi te dire d'autre que moi, je suis dans une profonde gratitude et un amour de la vie depuis que j'ai traversé cette épreuve avec et grâce à l'eau. Et que donc, je suis dans cette gratitude de la vie. Alors, il y a tout un tas de choses qui me paraissent moins importantes. Alors, je ne suis pas sûre d'être la bonne interlocutrice pour parler de la crise du Covid, mais oui, il y a eu des millions de morts. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Et voilà. Mais mon message là, c'est de dire d'honorer la vie. Peut-être qu'on a tardé mais c'est jamais trop tard. Mais on a tardé à honorer la vie et l'eau nous aide à honorer cette vie parce qu'elle nous constitue à 70%, 80% pour le cœur, 80% pour le cerveau. Enfin, on est de l'eau. Donc, en honorant l'eau en nous aussi, on honore la vie qui nous porte. Et moi, je me situerais plutôt dans cette
vibration-là, en ce moment, je ne sais pas comment dire, vibration, élan. Ouais, perspective. Perspective, élan. Donc je suis vraiment en amour avec la vie actuellement. Donc je ne suis pas la bonne interlocutrice forcément pour parler du Covid. Non, mais moi c'était pas, c'est pas du tout l'objet de l'émission Métamorphose de discuter sur des aspects politiques ou du Covid. Donc c'était pas la question. Et donc tu as très bien répondu à ma question par ailleurs justement sur cette vibration et l'eau qui nous appelle. Et j'aimerais terminer, Pascal Derme, ce podcast par cette phrase qui est aussi la conclusion de ton livre. Le vrai saut dans l'inconnu, le vrai pas de côté, désormais, c'est le plongeon dans l'eau, et que tu nous la commentes justement un petit peu. C'est difficile de la commenter parce qu'à la fin du livre, j'étais dans un état un petit peu second et je me suis mise dans un état un peu de conscience modifiée et j'ai écrit de façon un peu automatique. C'est toute la fin du livre. Et j'étais dans l'eau, où j'en sortais, où j'allais y aller. Enfin, j'étais vraiment au contact avec de l'eau, du sel sur la langue encore, comme dirait Hélène Sixous. Et donc j'ai écrit cette phrase. Ça m'est venu. Enfin, c'était une écriture très intuitive. Je ne saurais pas te dire exactement pourquoi elle est venue, mais c'est cette phrase qui est venue. Oui, on parle parfois du pas de côté. J'en ai parlé moi-même pas mal. Voilà, comment faire autrement, comment consommer autrement, comment vivre autrement. Mais là, c'est plus le pas de côté, c'est de fait de plonger. Peut-être que le mot plongeon, ça évoque aussi un investissement corps et âme. Quand on plonge, il y a une sorte de saut de foi. Ouais, exactement. On plonge avec le corps. En fait, c'est ça, c'est l'appel à se débarrasser d'une écologie trop mentale et trop intellectuelle pour rejoindre nos émotions à l'égard de l'eau. Et plonger, c'est ça, c'est s'assumer, ça demande aussi du courage. Parfois, quand c'est haut, on peut avoir un peu peur de sauter. Mais plonger, ça peut être aussi très gracieux, ça peut être des sauts, des pirouettes, des arabesques. Ça peut être... c'est cet investissement que peut-être que l'eau nous appelle à faire. Eh ben, merci infiniment, Pascal Derme. Je rappelle que La santé bleue, la nouvelle médecine de l'eau, est paru aux éditions Massot et qu'il est préfacé, je ne l'ai pas dit en introduction, par Joël de René, qui a été pionnier et qui est toujours pratiquant de surf en France. Je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir un peu plus peut-être de 85 ans. Oui, surfer la vie, c'est sa devise. C'est ça, surfer la vie. Et puis évidemment, on l'a dit aussi au début de l'émission, retrouver ton documentaire à quoi sur la plateforme que tu as indiquée tout à l'heure, que tu vas nous redonner. Là, c'est MyCanal. MyCanal, parfait. Oui. Merci beaucoup Pascal, à bientôt. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Retrouvez en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol, ainsi que mon tout nouvel oracle du Scarabée d'or chez le même éditeur. Et enfin, pour nous soutenir, participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités, rejoignez dès maintenant la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.